Alors bonjour à tous. Valpré est un endroit formidable justement pour se poser, pour faire un arrêt au stand, comme a l'habitude de le dire François régulièrement. C'est un moment aussi où on essaye de se projeter dans l'avenir, mais ça nous semblait effectivement important quelquefois de regarder un petit peu dans le rétroviseur. On parle beaucoup effectivement de responsabilité sociale, du rôle social de l'entreprise. C'est bien de savoir un peu d'où on vient pour mieux construire l'avenir. Depuis une trentaine d'années, de manière un peu plus insistante, on entend parler effectivement de responsabilité sociale. Ça a commencé peut-être avec le sommet de la Terre de Rio en 92, où on a défini ce qu'était le développement durable, avec ses trois piliers, l'économique, le social, l'environnemental. Après, on a normé la question de la RSE à travers une norme européenne, la norme ISO 26000. Plus récemment, vous avez tous entendu parler de la loi Pacte de 2019, qui permet à l'entreprise d'intégrer un petit peu plus les enjeux sociaux, environnementaux dans sa stratégie d'entreprise, voire même proposer à des entreprises de changer de statut juridique en devenant des entreprises à mission. Et puis, plus récemment, cette année, on a la directive CSRD, dont vous avez sans doute tous entendu parler, qui vous demande effectivement de publier un certain nombre d'indicateurs hors financiers sur vos enjeux sociaux et environnementaux. Alors pour parler justement de l'histoire du rôle social de l'entreprise et de la prise en charge du bien commun, nous accueillons donc Patrick Gilormini. Bonjour. Donc Patrick, tu es docteur en économie, membre de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité à l'Université catholique de Lyon. Tu es maître de conférences en sciences de gestion, tu enseignes à l'ESDES, notre business school de l'UCLI. Et depuis 15 ans, tes travaux de recherche portent donc sur l'éthique des affaires, la responsabilité sociale des entreprises et l'entrepreneuriat social. Alors, Patrick, donc on a vraiment le sentiment, comme je le rappelais tout à l'heure, d'en demander de plus en plus aux entreprises dans la prise en charge de tous ces grands enjeux sociaux, environnementaux, d'être des organisations moins tournées vers le profit individuel. On va se replonger avec toi dans le rôle social de l'entreprise en partant du 19e siècle. Hein, tu vas revenir là-dessus. Déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous redéfinir un petit peu ce qu'on entend par bien commun et peut-être ce qui fait la différence avec l'intérêt général? Alors, oui, le bien commun, c'est une notion philosophique assez stable, hein, qui va englober les conditions nécessaires à une vie collective épanouie, qui va mettre en avant la question de la dignité humaine et de la solidarité. Et cette notion, elle est développée donc par des philosophes comme Aristote et puis Thomas d'Aquin. Ils vont mettre l'accent sur le développement intégral de la personne humaine et puis sur les conditions qui permettent une vie en société harmonieuse, pacifiée. Alors, ce concept de bien commun, il est aussi au cœur de l'enseignement social de l'Église, en particulier avec l'encyclique Rerum Novarum donc, du pape Léon XIII en 1891. Et puis, on va le retrouver dans la dernière encyclique du pape François Laudato Si en 2015, qui souligne en outre le rôle unificateur de ce principe de bien commun au cœur de l'éthique sociale. Donc on va voir aujourd'hui la question de l'écologie intégrale arriver dans la DSE, hein, doctrine sociale de l'Église, qui est inséparable de cette notion de bien commun, un principe qu'on avait déjà vu notamment au Concile de Vatican II en 1965, qui indiquait, je cite, c'est la constitution pastorale, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Alors, en contraste de ça, effectivement, nous avons cette notion d'intérêt général. L'intérêt général est une notion qui est déterminée par des décisions politiques, par des institutions, et qui vise à maximiser le bien-être du plus grand nombre à un moment donné. Bon, je prends par exemple ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. L'intérêt général, effectivement, a fait que nos gouvernants, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, ont décidé effectivement de mettre en place des mesures de confinement et de lancer effectivement des politiques de vaccination.
L'intérêt général, on va le voir également dans les décisions concernant la défense du territoire et donc mobilisation de la population pour défendre le territoire. Donc ça va arriver dans un moment politique donné, dans un contexte institutionnel donné, qui va nécessiter donc de faire appel, que les gouvernements fassent appel à l'intérêt général. Alors Patrick, cette prise en charge du bien commun par l'entreprise, on peut l'imaginer peut-être sur deux plans. Déjà, sur un plan interne, comment l'entreprise prend soin de ses collaborateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail, d'épanouissement personnel au sein de l'entreprise. Et puis, dans un second temps, on regardera peut-être ce que peut faire l'entreprise plutôt sur le territoire, sur l'aménagement du territoire. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir sur, effectivement, est-ce qu'au XIXe siècle, il y avait déjà un mouvement des entreprises, des chefs d'entreprise dans la prise en charge, justement, de cet épanouissement personnel du collaborateur? Tout à fait. Alors, au XIXe siècle, donc, si je prends le cas français, nous avons effectivement toute une série de grandes enquêtes sociales dans la première partie du XIXe siècle. La plus connue, donc, c'est celle de Villermé, qui a été élaborée au début du XIXe siècle. Mais on a par exemple des enquêtes sociales sur l'état physique et moral des ouvriers, donc celle de Villermé. Sur la prostitution dans la ville de Paris, donc considérée du point de vue de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration. Et c'est à partir de ça que l'on va voir donc des économistes. Donc je parle d'un économiste qui s'appelle Eugène Buret, un disciple de Sismondi, qui va formuler un programme d'intervention de l'État ayant pour but la protection de la classe ouvrière et la lutte contre les excès de la concurrence, de la régulation, du progrès. Et il va nous dire ça. Premièrement, il y a la garantie, ce programme doit comprendre la garantie professionnelle où le patron se charge de l'ouvrier malade et au chômage. Donc là, début du XIXe siècle. Et puis, il va nous inviter, donc dans la lignée de cet économiste Sismondi, M. Eugène Buret, à en finir avec la distinction travail-propriété et à revenir sur peut-être une conception où capital et travail seraient moins dissociés qu'elles ne pouvaient l'être quand on a vu ça démarrer au XIXe siècle. Autre source du paternalisme... Alors, j'appellerais, moi, le paternalisme explicite, puisqu'au XXe siècle, on va être plutôt dans un paternalisme implicite, qui va se manifester différemment, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on peut distinguer un paternalisme explicite au XIXe siècle et un paternalisme implicite au XXe. Je pourrais prendre pour exemple ce qui arrive. Donc, on a un certain nombre de grands pionniers du paternalisme en France, notamment dans une région qui est l'Alsace. On a à la fois des dynasties industrielles, des grandes familles industrielles, par exemple les Dollfuss, qui ont donné naissance à DMC. On a les Schlumberger. Donc ça, c'est une grande famille industrielle. On a aussi une bourgeoisie industrielle d'origine plus rurale qui va donc s'engager sur cette voie du paternalisme. Donc, par exemple, dans la région de Lyon, ce sont les Gilets, dont l'origine familiale est Bully, près de Lyon. Et puis, on a également des négociants, des commerçants qui vont s'engager dans dire, voilà, nous sommes donc à la tête d'une entreprise et nous devons effectivement faire en sorte que être paternaliste, ça veut dire effectivement avoir une considération comme un père de famille pour ses enfants. Donc comment ça se traduit concrètement dans Alors, l'entreprise? ça se traduit concrètement. On a, par exemple, j'ai un exemple que j'ai bien connu donc, dans la région de Troyes avec l'entreprise Doré Doré. Doré Doré, en fait, c'est une entreprise de bonneterie, donc la marque existe encore, bien qu'elle ait été reprise par une société italienne il y a quelques années. Qui est née en 1819, donc à Fontaine-les-Grès, dans l'Aube.
et qui, pendant un premier temps, avait maintenu une production de bonneterie à domicile, quoi, en fait. Hein. Donc les tricoteurs, enfin surtout des tricoteuses, hein, étaient dans les villages de la Champagne, près de Troyes. Et puis après, bon, il y a eu effectivement André Doré a repris les rênes de cette entreprise familiale au début du XXe siècle et a concentré la production dans une usine, hein, enfin un ensemble d'usines, hein, donc tout sous le même toit, hein, c'était le principe, hein, à Fontaine-les-Grès. Donc les ateliers dispersés, qui étaient on était dans la famille, donc on est passé à une organisation centralisée dans une usine de Fontaine-les-Grès. Et à partir de là, la population de Fontaine-les-Grès, évidemment, s'est grandement accrue. Et ce chef d'entreprise a dit il faut que je mette quelque chose en place dans cette ville pour pouvoir faire en sorte que, comme je l'aurais fait pour mes enfants et comme le faisaient les tricoteuses avec leurs enfants dans la famille, un certain nombre de dispositifs. Alors on va voir par exemple une pension, la pension Sainte-Marie, hein, qui va être fondée en 1919 et qui va permettre d'accueillir les jeunes filles vivant loin de leur famille et puis travaillant à l'usine. On a un peu la même chose d'ailleurs si vous visitez dans la région de Lyon l'usine Taz, hein, qui vient de fêter ses 100 ans. On va retrouver une pension de famille. C'est presque le début du logement social. C'est ça, c'est le début du logement social. Financé par l'entreprise, du coup. Exactement. Dès le 19e siècle. Ouais, dès le 19e siècle. Donc ça préfigure les lois qui vont être mises en place pour passer des habitations à bon marché ou au HLM. Notamment ici, on a Laurent Bonnevet, hein, qui a grandement contribué à la mise en place du logement social. Donc on va avoir pension de famille, on va avoir un dispensaire, on va s'occuper de la santé de ces travailleurs qui se retrouvent du jour au lendemain regroupés dans ce village. On va avoir un foyer social avec des activités de loisirs. On va avoir une salle de spectacle, on va avoir un stade, puis on va avoir aussi caisse de secours mutuel, caisse de prévoyance. Et puis, quelque chose que j'aime bien, c'est au moment du décès d'André Doré, en fait, les membres du personnel ont mis un éloge, hein, qui dit la chose suivante. En résumé, un chef d'industrie, un patron, pour mériter le commandement dont il est investi, doit se considérer comme ayant la charge d'existence et même, en certains cas, d'âme. Il doit avoir le souci majeur de la dignité, du bien-être, de la santé et du moral de ses collaborateurs et de leur famille. Un but, servir, et c'est écrit en gros, hein. Servir sa famille, son personnel, sa clientèle, sa profession, son pays. Telle furent et telle reste la fonction et l'objectif de M. André Doré. Et ça, c'était quelle année exactement ? 1964. Voilà. Donc finalement, c'est l'entreprise qui prenait déjà en charge un peu tous ces enjeux sociaux, le bien-être de l'entreprise, le logement. Tout à fait. C'était le début des comités d'entreprise, quelque part, pour les loisirs. Tout à fait. Alors pour tout ce qui effectivement c'est ce qui a préfiguré évidemment après la Deuxième Guerre mondiale la mise en place de la sécurité sociale. Hein. Je vais parler après, si on parle du XXe siècle, ça va être le paternalisme, il va quand même malgré tout demeurer, hein, mais de façon plus implicite, quoi, en fait, d'une certaine façon, parce que l'État va prendre le relais. L'État va prendre le relais. Et au XIXe siècle, l'État n'est pas sur ces sujets-là. Finalement, c'est l'entreprise qui finance tous les dispositifs d'accompagnement. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Très bien. Si on passe maintenant sur l'action de l'entreprise en termes d'aménagement du territoire, puisque le bien commun, c'est bien justement la mutualisation de nos ressources, l'organisation de la société. Est-ce que dans ce 19e, 20e siècle, il y a des grands mouvements de pensée justement de prise en charge de cette organisation aménagement territorial ? Tout à fait. Alors, au XIXe siècle, Second Empire, c'est ce que je qualifierais le siècle des Saint-Simoniens.
Donc les disciples de Henri de Saint-Simon. On va fêter donc les 200 ans de la mort de Saint-Simon l'année prochaine. Hein, ça fait partie des commémorations nationales. Et les disciples de Saint-Simon, donc parmi eux donc Prosper Enfantin, Arlès Dufour, qu'on a bien connu à Lyon, hein, pour la création notamment de l'école centrale et de la société d'éducation de la SEPR, en fait, hein, dont on fête aussi le 160e anniversaire actuellement. Là, ils ont beaucoup agi dans le domaine de l'aménagement du territoire, puisqu'en fait, l'un des grands principes des Saint-Simoniens, c'est que ce n'est plus la force militaire, ou ce n'est plus, disons, une tradition donc héritée, ce n'est plus l'héritage qui fait que vous êtes en situation de gouverner et de commander, hein, c'est parce que vous êtes le roi, le prince qui a hérité, voilà. C'est pas parce que vous prenez par la force un territoire que vous allez être dit d'être gouvernant. Ce qui va faire que vous allez être, on va accepter votre gouvernement, c'est que vous avez la science. Et en fait, Saint-Simon va proposer un nouveau catéchisme et va, en fait, ça va être le catéchisme des industriels. Et on est en pleine révolution industrielle. Là, on est en pleine révolution industrielle. Et donc, l'idée qui est derrière, ce sont essentiellement des polytechniciens hein, qu'on va retrouver donc, parmi les disciples de Saint-Simon. Ça va être, il faut faire circuler les hommes, il faut faire circuler les capitaux, il faut faire circuler les flux d'eau, donc transport et les connaissances. Alors, faire circuler les hommes, ça va être la grande aventure des chemins de fer. Hein. On connaît bien ça à Lyon, qui a été effectivement une ville dans notre région. Hein. Donc la création de ce qui a été l'ancêtre de la SNCF avec le PLM. Hein. Ça va être faire circuler l'eau, ça va être doter la ville de Lyon, la première ville de Lyon qui a été dotée par ce qui a été la société, la Compagnie Générale des Eaux, d'un réseau d'adduction d'eau potable. Et puis également, également d'assainissement, hein, ça va avec. Hein. On va voir également faire circuler les capitaux, donc ça veut dire création de grandes entreprises permettant d'entreprises bancaires, hein, c'est la Société Générale, hein, donc qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, qui a une origine saint-simonienne. Faire circuler les connaissances, ça va être par l'intermédiaire de la presse. Hein, on a de multiples journaux saint-simoniens, hein, comme l'Organisateur, qui vont se développer. Et puis, évidemment, les diffuser. Hein, donc, École centrale de Lyon, Société d'enseignement professionnel du Rhône, ça va être faire circuler le savoir. Voilà. Alors, en ce qui concerne le territoire, on a un exemple très intéressant en France, c'est le cas d'Arcachon. Arcachon, on est dans les Landes, un territoire où il y a une dune, des dunes qui vont, qui viennent, et donc se pose la question, au moment sous le Second Empire, de la valorisation de ce territoire, à la limite avec la forêt landaise. Et là, ça va être les frères Pereire hein, qui vont jouer un rôle très important hein, déjà dans la construction de cette station, dans l'aménagement du bassin d'Arcachon. On va faire venir le chemin de fer, on va faire en sorte que des touristes, c'est du tourisme sanitaire, hein, donc l'objectif c'était d'avoir un lieu pour pouvoir soigner les maladies pulmonaires. Hein. Donc autour de la tuberculose et de la santé, on va voir se construire cette ville d'Arcachon, et pas seulement une ville, mais tout un territoire qui va être aménagé autour du bassin d'Arcachon. Donc là, on a vraiment une politique d'aménagement du territoire. Bon, on a d'autres exemples, hein, notamment en Algérie et autour du canal de Suez, hein, donc où est intervenu Enfantin. On a des projets d'aménagement du territoire qui sont pensés donc, pour apporter une certaine forme de richesse et de bien-être au plus grand nombre.
Tout ça, ça vient plutôt à l'initiative donc des entreprises. C'est moins une volonté politique. Alors, c'est à la fois une volonté d'entreprise et c'est également une volonté politique. Il y a les deux. Hein. Bon, il est clair que si on prend par exemple que ce soit Arcachon ou la colonisation de l'Algérie, on n'a pas l'empereur Napoléon III et puis ensuite ses successeurs n'avaient pas mené une politique de développement du territoire entre guillemets, hein, tel que on peut le voir autour par exemple du canal de Suez, c'est un très bon exemple également. Hein. On veut faire circuler les marchandises, donc on perce un canal, mais en même temps, on aménage des villes. Et donc là, évidemment, il y a une volonté politique qui est derrière. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont soutenues par un pouvoir politique qui joue un rôle tout à fait déterminant, que ce soit donc sous le Second Empire, puis ensuite sous la Troisième République. Est-ce que le saint-simonisme et ce courant de pensée est encore en vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des héritiers du saint-simonisme? Eh bien, écoutez, oui. Oui, je rigole parce que, à commencer par notre président de la République, hein, qui effectivement, M. Macron, quelque part, s'inscrit dans cette lignée-là. D'ailleurs, j'ai écrit un petit article là, que vous pouvez lire dans The Conversation, hein, qui vous donne, qui pose la question, parce que c'est la semaine de l'industrie, hein, la semaine prochaine, hein, 18, semaine de l'industrie. Donc l'industrie, c'est très important pour les Saint-Simoniens, c'est très important pour notre président de la République. Donc voilà. Donc la Startup Nation, c'est un peu ça aussi, hein, derrière. On va revaloriser le rôle de l'entrepreneur, le rôle de l'entreprise dans notre politique. Alors on peut dire ça, mais aussi plus près de chez nous. Nous avions il n'y a pas très longtemps notre maire Gérard Collomb qui nous a quittés. Et la presse, les médias locaux ont titré au moment de son décès Gérard Collomb, le dernier Saint-Simonien. Point d'interrogation. Qui était beaucoup sur le partenariat public-privé. Absolument. Et vouloir redonner justement ce rôle à l'entreprise d'organisation et donc quelque part de prise en charge du bien commun qui est le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Oui. Donc c'est cet état d'esprit qui quand même est encore bien présent de nos jours. Hein. D'accord. Patrick, on s'approche un petit peu de la fin. Quelle est ta vision aujourd'hui? Finalement, depuis le 19e, donc on a le paternalisme qui prend vraiment en charge la vie du collaborateur, ce courant saint-simonien. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'exigences, de normes qui tombent effectivement sur les entreprises pour rendre des comptes sur leur responsabilité sociale, environnementale. Quel est ton regard pour la suite? Comment tu te projettes un petit peu vers l'avenir par rapport à tout ça? Moi, ce que j'ai vu, là, je me suis intéressé à la RSE depuis maintenant 20 ans. Hein. On a eu une première phase, disons, début du 2000 à 2010, où la RSE s'était basée sur une initiative volontaire des entreprises, hein, à la suite du livre vert. Donc on avait tout ce qui était Global Compact. Donc on avait quand même quelque chose qui était plutôt du discrétionnaire. Maintenant, on va vers quelque chose qui est de plus en plus de l'obligatoire, notamment à la demande des syndicats. Donc, et l'Union européenne est devenue une force de proposition pour accroître les obligations des entreprises. Alors, principalement, ça marchait principalement dans deux domaines. Hein, c'est la reddition de comptes, hein, vous le voyez avec la CSRD, et sur le devoir de vigilance. Devoir de vigilance étendue, hein, donc c'est la loi de 2016, dite loi Sapin 2. Et puis c'est l'ambition affichée par le Parlement européen dans sa résolution de 2021 qui s'inspire de la loi française. Donc les Français ont été pionniers dans le devoir de vigilance et l'Europe a quelque part repris ça à son compte. Hein. Alors, il y a des choses qui n'ont pas marché, et bon, je pense que ça va continuer à ne pas marcher. Hein. C'est tout ce qui a été pensé par les économistes comme des incitations contractuelles. Hein. Je parle toutes les logiques pollueur-payeur, crédit carbone, bon, ça ne fonctionne pas. Hein. Mais on va revenir, à mon avis, à un retour du droit, hein, donc, et de la norme comme on le voit actuellement. Mais aussi, derrière, peut-être de ça, il faut mettre ça dans un contexte où ça va être le premier mot d'ordre, ça va être
D'abord, ne pas nuire. D'abord, ne pas nuire. Je pense que c'est ça qui en ce moment est en train à la fois de se manifester, que ce soit au niveau des pouvoirs publics européens. Je parle du contexte européen et français. Hein, je ne vois pas trop ce qui se passe dans des autres pays dans mon propos là. Donc un retour à l'arme du droit et puis ce mot d'ordre. D'abord, ne pas nuire. Ne pas nuire. Si on traverse l'Atlantique, la RSE, là-bas, comment ils l'ont appréhendé? Est-ce qu'ils ont été en avance par rapport à l'Europe, plutôt en retard? Alors, on en parlait avec notre ministre précédemment. Pour les Américains, c'est Howard Bowen, 1953, qui à la demande des églises protestantes. Qui va commettre donc le premier ouvrage sur la responsabilité du businessman. Et la responsabilité du businessman, ça va être essentiellement, si on regarde son œuvre en 1953, dans les domaines de l'éducation. Donc vous devez faire des affaires, faire du profit, hein, comme l'a dit notre ministre précédemment. Ça, c'est la priorité, ardente obligation du businessman américain. Mais attendez, regardez, il faut quand même que vous éduquiez les personnes. D'où après la création, la grande tradition, donc ça se recoupe avec la grande tradition des fondations américaines, hein, comme la fondation Carnegie, qui a mis en place un grand nombre de bibliothèques, hein, aux États-Unis. Donc voilà, ce mouvement-là, alors contesté par les libéraux, et peut-être à juste titre, hein, en disant mais oui, mais attendez, les chefs d'entreprise, une entreprise, ça n'a rien de démocratique. Comment vous pouvez demander à des chefs d'entreprise de s'occuper de l'éducation alors qu'ils n'ont pas été élus? Donc, contestation des libéraux, le débat existe toujours. Hein, quand vous regardez Friedman, ce qu'il nous dit, mais attendez, c'est pas l'affaire des entreprises de s'occuper de l'éducation, de la santé. Ils n'ont pas la légitimité. Ils n'ont pas la légitimité démocratique. Donc c'est intéressant de voir dire bon, comment le businessman, il est là pour faire du profit, et puis sa responsabilité, c'est de payer les impôts pour pouvoir faire en sorte que voilà, et de faire une activité légale. Très bien, on arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup à Patrick qui montre finalement que 19e, 20e, avec tous ces courants de pensée, l'entreprise a quand même joué un rôle majeur. Complètement. Et je crois que tout au long de la journée, on va avoir de très beaux témoignages de chefs d'entreprise qui vont montrer comment eux, aujourd'hui, ils prennent en charge effectivement ce bien commun. On peut applaudir Patrick Gilormini. Merci beaucoup. Merci à vous.